Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition qui démarre avec les titres. Le président de la République Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara se sont fait enrôler aujourd'hui. Ils ont reçu des agents recenseurs à leur domicile à Cocody. Le chef de l'État en a profité pour exhorter les populations à prendre une part active dans ce processus. Le Premier ministre Patrick Achi est depuis le début de la semaine à Dubaï. Le chef du gouvernement multiplie les rencontres et séances de travail en marge de la grande exposition mondiale. Ce jeudi, Patrick Achi a pris part au Forum économique ivoirien, l'occasion d'attirer des investisseurs vers la destination Côte d'Ivoire. Quel avenir pour le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan après la création du Parti des peuples africains PPA, un parti dirigé par son ancien leader Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien qui a mis fin à sa collaboration avec le nouveau président du FPI. Dans notre dossier ce jeudi, nous vous présenterons les armes dont dispose Pascal Affi-N'Guessan pour briguer la magistrature suprême en 2025. Les inspections et audits des structures d'État de 2018 à 2020 sont consignés dans un document. Ce rapport a été remis au chef de l'État Alassane Ouattara ce jeudi au palais présidentiel. Viviane Aïmé. Veiller à la bonne gestion des affaires publiques et des ressources de l'État. C'est désormais un des axes majeurs de l'action du président de la République Alassane Ouattara. En témoignent les récents audits des établissements publics nationaux et les limogeages de plusieurs responsables de ces structures. Voici qui montre toute l'importance que revêtait la remise au président de la République ce jeudi 25 novembre au palais présidentiel par l'inspection générale d'État de son rapport d'inspection et d'audit des services publics, des sociétés d'État et des sociétés à participation financière de l'État sur les 3 années écoulées, à savoir l'année 2018, l'année 2019 et l'année 2020. Excellences, Monsieur le Président, les missions réalisées au cours de la période 2018 à 2020 ont permis de faire quelques constats assortis de recommandations. Je voudrais ici m'autoriser à insister sur quelques dysfonctionnements notables enregistrés. Au nombre des constats, nous pouvons notamment relever, tout d'abord, la situation de nombreux cadres occupant des postes de directeurs et chefs de service avec, surtout, 100 actes de nomination réguliers. De même, il est apparu que des membres du conseil d'administration ou des conseils de gestion ont largement dépassé les termes de leur mandat sans être renouvelés ou remplacés. Les compétences professionnelles et les diplômes du personnel des structures inspectées ou auditées sont en déphasage avec la mission des dites structures. Bien souvent, en effet, il y a plus de personnel administratif que de spécialistes dans des domaines gérés par ces sociétés ou ces EPN. Excellences, Monsieur le Président de la République, nos missions d'enquête, d'inspection et d'audit ont permis de relever que certaines structures inspectées n'ont pas les moyens humains et surtout financiers nécessaires pour mener à bien leurs activités. Se pose alors le problème de leur existence ou de leur maintien. Excellences, il est également ressorti que l'informatisation du circuit de délivrance des documents d'urbanisme et de construction, et plus particulièrement les ACD, devient une impérieuse nécessité, voire incontournable, que tout le circuit soit informatisé. Un autre dysfonctionnement important qu'il convient de relever concerne les fraudes aux procédures de contrôle technique des véhicules automobiles. En effet, près de la moitié des véhicules du parc roulant inspectés sur la période de référence ne se soumettent pas à la visite technique. Et quand ils se soumettent, souvent, c'est par des voies détournées pour obtenir les papiers. Enfin, les missions ont permis de relever dans les structures auditées des conflits de compétences et des juxtapositions de postes, faute de documents de description de postes et de profils. Félicitant l'inspection générale d'État pour le travail abattu, le président de la République Alassane Ouattara a réitéré sa détermination à faire adopter la bonne gouvernance comme règle d'éthique par ses concitoyens. Monsieur l'inspecteur général d'État, je voudrais vous féliciter, ainsi que vos collaborateurs,
pour la qualité des rapports qui sanctionnent les travaux effectués à l'occasion des missions de contrôle et d'audit réalisées dans les structures publiques, les sociétés d'État et les sociétés à participation financière publique. Vous savez que l'audit et le contrôle me tiennent à cœur et surtout que je constate qu'après les importants progrès réalisés dans notre pays dans la vie socio-économique depuis 2011, nous devons promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos populations. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, j'ai longuement parlé de l'Ivoirien nouveau, la nécessité pour nous d'avoir à l'esprit et au cœur de tout faire pour mener à bien ce qui nous est confié. Et malheureusement, cela tarde à se mettre en œuvre. Tous nos indicateurs sont au vert, mais malheureusement, dans ce domaine de la bonne gouvernance, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire et j'ai demandé récemment à M. le Premier ministre d'instaurer un nouveau prix d'excellence dédié à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Ceci afin de mettre en lumière les personnes physiques ou morales qui se distinguent par leur intégrité. Je crois que c'est un exemple important pour notre pays et compte tenu des niveaux que nous avons pu atteindre au cours de ces dernières années. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour exhorter tous les gestionnaires de deniers publics à s'inscrire résolument dans cette dynamique. Voilà qui donne un écho supplémentaire à la lutte engagée contre la mauvaise gestion et les détournements de deniers publics en Côte d'Ivoire. C'est tolérance zéro. On poursuit cette édition avec la lecture de ce communiqué émanant du porte-parole du gouvernement. Il est lu par Abou Sanogo. Le lundi 22 novembre 2021, un incident est survenu à l'aéroport de Bamako avec la tentative de saisie d'un aéronef de la compagnie Air Côte d'Ivoire par M. Oumar Diawara sur le fondement d'une décision de la Cour de justice de la CEDEAO, condamnant l'État de Côte d'Ivoire à lui payer la somme d'1,250 milliard de francs CFA en réparation de la violation de ses prétendus droits. Le gouvernement marque sa surprise devant le déroulement de tels événements. Il y rassure que toutes les dispositions sont prises pour préserver les intérêts de l'État et éviter que pareilles voies de fait ne se reproduisent. Il tient par ailleurs à indiquer que M. Oumar Diawara est poursuivi devant les juridictions nationales pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux et de blanchiment des capitaux portant sur la somme de 15 milliards de francs CFA. Cette procédure, dont le jugement est à venir, est consécutive à une plainte de l'agent judiciaire du Trésor, AGT, suite à une transaction réalisée en fraude des intérêts de l'État de Côte d'Ivoire à travers la BNI, Société d'État, et BNI Gestion, Société à participation publique majoritaire. C'est le lieu de préciser que M. Oumar Diawara ne s'est jamais présenté devant les juridictions nationales, se prévalant d'une qualité, celle de diplomate qu'il n'a pas. S'agissant de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, prise en violation de ses droits, le gouvernement entend user de toutes les voies de droit pour la contester. Le gouvernement met tout en œuvre pour préserver les intérêts de la Côte d'Ivoire dans le respect des institutions communautaires et de ses engagements internationaux. Fait à Abidjan le 25 novembre 2021, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement. Passons à présent aux informations relatives au recensement général de la population et de l'habitat. Et je le dis en titre, le président de la République Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara se sont fait enrôler aujourd'hui. Ils ont reçu des agents recenseurs à leur domicile à Cocody. Le chef de l'État en a profité pour exhorter les populations à prendre une part active dans ce processus. Jérôme Kofi Abola. Jeudi 25 novembre 2021, il est environ 10 heures quand les agents recenseurs sont sur place à la résidence du président de la République Alassane Ouattara dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat pour l'année 2021. Ils sont donc venus pour procéder au recensement du chef de l'État et de son entourage. Juste après qu'il a été enrôlé, le président de la République Alassane Ouattara a saisi l'occasion pour s'adresser aux populations.
En les invitant à se faire enrôler, il a situé sur l'enjeu de cette opération. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, je viens de me faire enrôler et je le fais maintenant parce que j'ai été en voyage, comme vous le savez. Et là, je l'ai fait et vous savez, le recensement général est très important pour notre pays. D'abord, ceci nous permettra d'avoir une idée assez précise de la population, de sa répartition sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans les régions, dans les communes, dans les sous-préfectures, et également sur la base de ce recensement, nous pourrons procéder à la réévaluation du programme national de développement pour faire les investissements nécessaires en fonction de la densité de la population et nous assurer que partout nous avons tenu compte des desiderata de nos concitoyens. Donc je vous invite vraiment à vous faire recenser. C'est très important pour notre pays, c'est très important pour le gouvernement. Je vous demande personnellement de le faire parce que ceci nous permettra d'aller encore plus vite et de toucher chaque résident de notre pays sur le territoire national. Depuis le 8 novembre 2021, les agents recenseurs sont sur le terrain pour permettre aux populations sur le sol ivoirien de se faire enrôler. Et l'opération du recensement est prorogée, prévue pour se tenir du 8 au 28 novembre. L'opération va s'achever le 7 décembre prochain. La ministre du Plan et du Développement l'a annoncé ce jeudi. Les raisons de ce report avec Sephora Zegui. Initialement prévu s'achever le 28 novembre prochain, le processus de recensement général de la population est prorogé jusqu'au 7 décembre, soit une rallonge de 9 jours. Le bilan à quelques jours de la fin de l'opération de dénombrement montre que plusieurs ménages n'ont pas encore été visités par les agents recenseurs et des populations entières ne sont toujours pas recensées. Pour permettre à toute la population de se faire recenser, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a autorisé une période de ratissage de 9 jours. Ainsi, l'opération de dénombrement va se poursuivre au-delà du 28 novembre pour s'achever le 7 décembre 2021. Ce report fait suite à des difficultés rencontrées sur le terrain par les agents recenseurs. Nous notons la réticence de certains ménages à se faire recenser, notamment dans les quartiers huppés d'Abidjan et dans certains villages du district d'Abidjan. La réticence de certaines communautés étrangères à se faire recenser. Les difficultés d'accès à certaines localités en raison de la pluviométrie. Le paiement tardif de primes de transport et de mise en route des agents recenseurs, dû notamment à la non-stabilisation de leur liste. Et enfin, à la non-mise à disposition à temps de moyens de déplacement des agents recenseurs dans certaines localités. Sur la problématique de la sécurité relevée par les populations autour de cette opération, le porte-parole du gouvernement rassure. Les agents sont géolocalisables. Ils sont retracés. Leur parcours est retracé. Donc, il n'y a aucune inquiétude de ce point de vue. Les tablettes sont géolocalisables. Même quand la tablette est éteinte, près de 60% donc, de nos concitoyens se sont fait recenser et ils n'ont pas eu de problème. Il n'y a pas de raison que les 40% restants n'aillent pas vers cette opération. La ministre du Plan et du Développement invite les élus locaux et les cadres de toutes les localités à sensibiliser leurs administrés. Le recensement général de la population est un outil de développement qui mérite l'adhésion de tous les Ivoiriens, mais également de celle des communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, les difficultés rencontrées dans le cadre de cette opération ont trouvé un dénouement heureux, selon la ministre Niale Kaba. Cette 5e opération de recensement général de la population a atteint un taux d'achèvement de 47%. Abobo s'engage à ouvrir ses portes aux agents recenseurs. À l'initiative de la première magistrate Kandia Kamara, une réunion de sensibilisation et de mobilisation s'est tenue dans la dite commune. Konaté Moussa. 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les autorités de la commune d'Abobo ont bien compris l'importance de cette action de l'État. Elles sensibilisent les populations à participer activement
à l'opération. Ce n'est pas des messages politiques qu'on donne. C'est des messages pour le développement. Moi, je pense qu'on pourrait s'appuyer sur nos religieux au cours de leur culte, au cours de donner l'information aux fidèles pour dire qu'il faut qu'ils sortent pour aller se faire recenser. Ce n'est pas de la politique, je crois que ça peut se faire. Les chefs de village, nous sommes chez vous. Donc vous aussi, vraiment, on compte sur vous. On a besoin de développement. C'est l'occasion pour nous permettre de répondre à vos préoccupations. Une initiative jugée opportune par le directeur général de l'Institut national de statistique. Je vous demande cela en tant que parent, en tant que papa, que vous puissiez mobiliser toute la population d'Abobo. L'opération étant prorogée jusqu'au 7 décembre 2021, les populations d'Abobo ont donc une occasion de se faire enrôler massivement. Offensive diplomatique du Premier ministre à Dubaï. Patrick Hachi invite les investisseurs à porter leur choix sur la Côte d'Ivoire. C'est lors du Forum économique ivoirien qui se tient en marge de l'Expo Dubaï 2020. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire est à Dubaï. Le pays prend part à l'exposition mondiale qui réunit plus de 192 pays et veut en tirer le plus grand bénéfice. Nous participons à Expo Dubaï 2020 avec une ambition claire, celle de valoriser le leitmotiv suivant: construire en Côte d'Ivoire le chemin de la nouvelle Afrique. Ce jeudi, au Waffle Palm Jumeirah de Dubaï, la journée économique ivoirienne a drainé du beau monde, des investisseurs tous azimuts. Nous comptons faire des projets d'investissement, d'import, d'export et de relations touristiques entre la Pologne et la Côte d'Ivoire. Quand on voit dans l'Ouest Afrique le pays de la Côte d'Ivoire et tout ce qu'ils ont à proposer, c'est assez impressionnant. Et ça donne envie d'investir de manière plus massive. Patrick Hachi rassure les investisseurs quant aux dispositions mises en œuvre par l'État pour garantir leur implantation en Côte d'Ivoire. La volonté politique impulse beaucoup de choses. Et nous avons une volonté politique que j'ai exprimée. Nous avons également défini une stratégie. C'est-à-dire, nous avons identifié un certain nombre de secteurs dans lesquels nous avons des avantages comparatifs et compétitifs. Et pour cela, nous avons élaboré un code des investissements. Ce code d'investissement, pour les entreprises qui investissent dans ces secteurs-là, accorde un certain nombre de facilités. Pour renforcer son attractivité, le pays est bien engagé à relever deux défis, celui de la transformation de la gouvernance, mais surtout du développement du secteur privé. Dans tous les pays du monde, ce à quoi on assiste, c'est que les premiers marketeurs du secteur privé, c'est l'État. C'est bien l'État qui vend son secteur privé. C'est cette synergie entre l'État et le secteur privé qu'il faut effectivement développer. Et l'État compte aller plus loin avec les champions nationaux, faire que le développement du secteur privé s'appuie sur les entrepreneurs locaux. Ce secteur privé ne pouvait se développer avec la rapidité que nous souhaitions que si nous donnions la possibilité à des investisseurs étrangers, émiratis ou autres, en arrivant dans le pays, de trouver des partenaires avec lesquels ils puissent travailler, qui ont la connaissance du pays, qui sont dans des secteurs qu'ils connaissent et qui, en joignant, je dirais, leurs capitaux, leurs connaissances, permettraient d'aller beaucoup plus vite. Pour cela, donc, nous allons mettre en place ce programme de champions nationaux qui va couvrir l'ensemble du territoire national, identifier secteurs stratégiques et prioritaires par secteur, quels sont les chaînons manquants dans le pays, qui sont les acteurs, qui sont les chaînons qui existent et comment nous pouvons les assister pour qu'ils deviennent plus forts et plus grands. Demain, autre temps fort de cette semaine à l'Expo Dubaï, la journée nationale de la Côte d'Ivoire au pavillon secteur mobilité, en présence de plusieurs célébrités ivoiriennes. À bientôt à Abidjan, on vous attend. Merci à tous pour votre attention. Et pour être complet sur le sujet, il faut noter qu'un panel a été animé par 4 ministres dans une opération séduction. Adam Akone, envoyé spécial. Rôle bien distribué à Dubaï. Quand le Premier ministre Patrick Hachi achève de présenter la vision du président Alassane Ouattara consignée dans le document Côte d'Ivoire solidaire, il passe le témoin à 4 ministres pour livrer la stratégie qui porte cette vision.
Face aux investisseurs émiratis, Souleymane Diarra-Souba lève alors le voile sur 7 secteurs stratégiques. L'agro-industrie, la chimie et la plasturgie, l'industrie textile et de l'habillement, le packaging, l'emballage, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des matériaux de construction, l'industrie de fabrication des pièces de rechange et d'assemblage des véhicules. L'industrie, mais aussi le tourisme qui vise 12% du produit intérieur brut contre 5,8% actuellement. C'est qu'en réalité, il faut transformer les touristes de loisirs en touristes d'affaires. Rien qu'à voir Dubaï, vous comprenez que ce sont les hôtels, ce sont les espaces de loisirs, de détente qui ont changé Dubaï. Et nous allons être le petit Dubaï d'Afrique grâce au président Ouattara. Il est important que les bailleurs de fonds déposant leurs valises en Côte d'Ivoire disposent de conditions technologiques qui les maintiennent dans leur niveau de confort. D'où la présence du ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Nous faisons en sorte que l'économie digitale devienne une économie intéressante, réelle, que nous puissions garantir la transformation structurelle de notre économie grâce au digital. Le digital, c'est l'avenir. Le digital, c'est la vie. À Dubaï, il a chaussé les crampons avec un maillot d'économiste. Et pour cause. Alors vous nous avez vus dans un autre métier. Hier, le sport était cantonné dans l'administration du sport, dans les loisirs, dans ses passions. Mais le président veut que le sport, au-delà de sa fonction de rayonnement de notre pays, par les lauriers que nous pouvons glaner, au-delà de son sport, de sa fonction de création de bien-être et de cohésion sociale, le sport doit être source de création de richesses et d'opportunités. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités et le sport peut être aussi une rampe de lancement dans cette terre d'opportunités. Tout porte à croire que l'offensive économico-diplomatique est en marche. Vous savez que nous avons un PND 2021-2025 d'un montant de 59 000 milliards. Et nous avons beaucoup de potentialités en Côte d'Ivoire. Donc justement, le rôle aujourd'hui de nos chancelleries, c'est de mieux faire connaître la Côte d'Ivoire économique. C'est de mieux faire connaître les potentialités dont dispose notre beau et grand pays, afin que les compétences étrangères viennent nous aider dans la transformation de notre économie qui est basée aujourd'hui sur l'industrialisation. À Dubaï, ce sont 1 000 milliards de francs CFA d'opportunités d'affaires que la délégation ivoirienne est allée offrir aux hommes d'affaires internationaux. Autre volet de l'actualité, la mission de paix des premières dames d'Afrique veut être un véritable vecteur de paix sur le continent. À l'issue de leur assemblée générale tenue à Abuja, la première dame du Nigeria, Aïcha Mamadou Bouhari, a été portée à la tête de cette institution. Elle entend redynamiser la MIPREDA. Mahama Traoré. Aïcha Bouhari est la nouvelle présidente de la mission de paix des premières dames du continent africain, MIPREDA. Elle a été plébiscitée par ses pairs, première dame lors de la 9e assemblée générale de la MIPREDA qui vient de se tenir à Abuja au Nigeria. Seule candidate en lice pour cette élection, la First Lady du Nigeria dit compter sur le soutien des membres de l'organisation pour mener à bien cette mission, celle de lutter contre la pauvreté, l'insécurité, tout en œuvrant pour la paix et l'autonomisation des femmes du continent. Mon élection à ce poste est celle de toutes les femmes africaines, celle des zones rurales comme urbaines, pauvres ou riches. Ensemble, nous devrions mener un seul combat, celui du développement et de la paix sur le continent. Une dizaine d'épouses de chefs d'État africains préparent à cette 9e assemblée générale de la MIPREDA. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est faite représenter à ses assises par Nassene Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Autre présence notable et remarquée, celle du président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. Il est venu soutenir la volonté des premières dames du continent d'apporter un souffle nouveau à leur organisation. Pour ce nouveau dynamisme tant souhaité, Nassene Batouré a livré la vision de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Mesdames les premières dames, au nom de la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, je voudrais vous traduire toute ma fierté au regard de vos engagements respectifs sur la question cruciale de la paix sur le continent africain.
Je plaide pour que les premières dames trouvent les mots et les ressources nécessaires en vue d'utiliser leur influence et leur leadership pour impacter notre continent à parvenir à une Afrique juste, égalitaire et pacifique. Cette 9e Assemblée générale a été également marquée par le lancement des travaux de construction du futur siège du secrétariat permanent de la MIPREDA à Abuja. L'édifice sera aussi composé d'un complexe hôtelier et d'un institut de formation de la paix. En clôture des travaux, les premières dames ont organisé un dîner gala en vue de récolter des fonds pour soutenir des actions de paix sur le continent. On en vient à notre dossier du jour. Transfuge du Front populaire ivoirien, FPI. Le Parti des peuples africains, PPA, est lancé. L'ancien président du FPI, Laurent Gbagbo, est à la tête de ce nouveau parti, signe de rupture définitive avec le désormais FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Ce dernier n'entend pas croiser les bras, lui qui vise la magistrature suprême. En a-t-il les moyens? A-t-il les hommes et femmes à la place qu'il faut? Je vous invite à suivre le dossier de Konaté Moussa qui fait un point sur les forces en présence au FPI. Regardons. Une salle du parc des sports pleine. Face à la foule de militants, un leader qui se plaît à nouveau à l'exercice de la mobilisation. Pascal Affi-N'Guessan préside le 6e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien. Une semaine plus tard, Laurent Gbagbo procède à la nomination des membres du secrétariat général de son nouveau parti, le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. La rupture est plus qu'effective entre les deux hommes. Les deux partis politiques poursuivent chacun son chemin. Le principal message, c'est de se mettre immédiatement au travail. Nous sommes ce que nous sommes, mais nous avançons, nous travaillons quand même. Et il nous faut reprendre nos bonnes habitudes, qui est de travailler. Cette rupture, nous ne l'avons pas désirée. Nous avons même tout fait pour l'éviter, faisant preuve de patience, de tolérance et de persévérance dans la recherche de l'unité du parti. La rupture nous a été imposée. Pascal Affi-N'Guessan, désormais seul maître à bord du navire FPI, a les mains libres. Il s'engage pour la renaissance du parti. Le FPI, à la recherche donc d'un nouveau souffle, Issaka Sangari, le secrétaire général, se prononce sur les défis futurs. Les militants avaient une quête, la quête de l'unité. Dès lors que l'unité n'est pas advenue et qu'une partie a délibérément choisi de s'éloigner, et notamment celle dirigée par le président Laurent Gbagbo, ancien président donc de la République, donc cette force-là s'est retirée. Elle s'est retirée. Donc les militants sont restés attachés aux fondamentaux du parti. Les militants sont restés attachés aux valeurs du parti. Les militants sont restés attachés à la résilience du président Pascal Affi-N'Guessan. Deli Mamadou, cadre du RHDP, commente ce départ nouveau du FPI avec Pascal Affi-N'Guessan. Le FPI, c'est toute une histoire et c'est pourquoi ceux qui se reconnaissent dans cette histoire étaient dans ce palais des sports plein à craquer. Donc nous voulons féliciter le président Pascal Affi-N'Guessan qui continue de mener la barque du FPI. Pour poursuivre son combat, le FPI pourra compter sur certains cadres qui ont décidé de rester fidèles au parti. Nous demeurons encore sereins. Il y a encore beaucoup de cadres avec nous. Il y a des anciens ministres, des anciens directeurs de sociétés, des anciens cadres, j'allais dire, sur toute l'étendue du territoire. C'est cela aussi la vitalité d'un parti. Il n'y a vraiment rien d'acquis, il n'y a rien d'absolu. C'est un perpétuel mouvement. D'autres sortent, d'autres viennent. Je respecte le choix de tout un chacun parce que nous sommes dans un pays de démocratie. Les gens sont libres de leurs opinions. Mon travail, c'est de me battre pour que le Front populaire puisse exister. Mon travail, c'est de me battre pour que mon parti arrive au pouvoir avec Pascal Affi-N'Guessan. Le FPI et Pascal Affi-N'Guessan sans Laurent Gbagbo, qu'en pensent les populations? Le FPI, c'est Gbagbo Laurent d'abord. Donc là, Laurent Gbagbo, c'est le leader du FPI. Sincèrement, peut-être que ceux qui ont envie d'être Affi, ils seront avec Affi, sinon la majorité, la grande partie sera avec Laurent Gbagbo. C'est clair. Ça, c'est pas à discuter. C'est clair. Certainement, il y a des personnes qui sont attachées particulièrement aux idéaux du FPI. Donc du coup, ils ne pourront pas tout de suite suivre le président Laurent Gbagbo. On peut juste dire qu'on a un parti qui a été secoué, qui a été éprouvé, mais un parti qui reste debout,
un parti qui montre qu'il a une forte capacité de mobilisation et qu'il a une représentation nationale certaine. Nombreux cadres du FPI ont suivi Laurent Gbagbo dans son nouveau parti, le PPACI. Mais le cas Simone Gbagbo interroge encore l'ex-première dame qui n'a rejoint officiellement aucun camp à ses jours. Je suis fondamentalement attaché au fait que dès lors que Mme Simone Gbagbo n'a pas décliné l'appel fait par le parti, elle prendra le temps de prendre sa décision. J'ai encore fortement espoir parce qu'elle reste parmi les icônes essentielles du Front populaire ivoirien. En ce qui concerne le Front populaire ivoirien, sa maison naturellement, nous espérons qu'elle rejoindra donc le parti. Dans sa nouvelle démarche, le FPI, sous la conduite de Pascal Afin-Guessan, prône l'ouverture. Les alliances ne sont pas exclues dans son approche. Pour nous, le plus essentiel, c'est de mettre en œuvre un programme de gouvernement, une offre politique et de mettre en œuvre aussi des alliances pour pouvoir arriver à la magistrature suprême. C'est cela la finalité. Les formules d'alliance en Côte d'Ivoire ont montré que quand il s'agit des alliances, c'est un décloisonnement des idéologies. Donc tout le monde s'est allié déjà avec tout le monde. Donc je ne sais pas qui va condamner qui. Le président Pascal Afin-Guessan pourra entrevoir une alliance avec le RHDP. Et je ne crois pas que le président Alassane Ouattara soit contre cela. C'est l'homme qui ouvre les bras à tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent contribuer à la démocratie et au développement de la Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien, avec Pascal Afin-Guessan, s'engage résolument à la conquête du pouvoir d'État en 2025. Le parti fondé en 1982 et présent sur la scène politique depuis 1990 se relance avec comme offre politique une Côte d'Ivoire unie, démocratique et prospère. À présent, on fait un point sur la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 25 novembre 2021 5 nouveaux cas de Covid-19 sur 2222 échantillons prélevés, soit 0,2% de cas positifs, 22 guéris et malheureusement un nouveau décès. À la date du 25 novembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 665 cas confirmés, dont 60 648 personnes guéries, 704 décès et 313 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 142 701. Le message n'a pas changé. Il faut se faire vacciner. Pendant ce temps, le virus continue de muter. Un nouveau variant a été détecté en Afrique du Sud qui voit le signe d'une nouvelle vague de pandémie. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui des scientifiques. Ce variant présente un nombre extrêmement élevé de mutations. Il a un potentiel de propagation très rapide. Les métamorphoses du virus initial peuvent potentiellement le rendre plus transmissible jusqu'à le rendre dominant. Cela a été le cas avec le variant Delta, découvert initialement en Inde et qui, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a réduit à 40% l'efficacité des vaccins anti-Covid. Voilà, vous savez tout, ou presque. C'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Excellente nuit sous la protection du Très-Haut.